À 8 jours de l'ultimatum de la crise du Golfe, le marathon diplomatique continue. Les Américains et Irakiens haussent le ton avant la rencontre de Genève. Échec au coup d'état des tontons macoutes en Haïti. Le leader Roger Lafontan arrêté et blessé. L'armée régulière a repris le contrôle du pays. Rentrée solennelle des magistrats aujourd'hui à Paris. Rentrée sur fond de crise. À Annecy, certains ont décidé de réaliser un film centré sur leur métier. Enfin, déception pour Catherine Plevinski. Pas de médaille d'or au 100 mètres nage libre des championnats du monde. Elle empoche tout de même l'argent. Bonsoir, la semaine commence par une seule et même question que l'on se pose dans toutes les capitales. Guerre ou paix? La réponse apparaîtra dans quelques jours, peut-être dès mercredi, à l'issue de la rencontre à Genève entre James Baker et Tarek Aziz, les ministres américains et irakiens des Affaires étrangères. Tout le monde espère bien sûr que cet ultime contact permettra d'éviter le pire, mais en privé, les principaux responsables se montrent plutôt pessimistes. Et la France a renforcé son dispositif en envoyant des hélicoptères de combat en Arabie Saoudite. Nos envoyés spéciaux Pierre Babé et Marc Doux étaient à bord de la Foudre qui transportait les gazelles et les pumas. Reportage. Ce régiment, au garde à vous sur le quai de Yambou, salue le bâtiment qui vient de le transporter. Ce sera la toute dernière unité française à mettre le pied en Arabie Saoudite avant l'échéance fatidique du 15 janvier. À leur arrivée, les soldats du 1er RHC étaient plutôt réconfortés de constater que d'autres Français étaient là aussi. On fait tous partie de la même armée, donc on est rassurés d'être tous ensemble. On est meilleurs, disons. Comme 10 000 autres militaires français, les soldats ont pu constater pendant leur traversée que des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été renforcées sur le transit de Suez. Les convois sont suivis depuis les berges et les gazelles égyptiennes ne sont pas très loin. Pendant ces 8 jours de traversée, le régiment a parfait sa préparation. Tout le monde, équipage de la Foudre compris, a été vacciné contre certaines menaces bactériologiques, hépatite, méningite, et des papiers révélateurs ont été distribués à chacun des soldats. En cas d'utilisation de neurotoxiques, ces papiers changeraient de couleur, ils indiqueraient ainsi le gaz utilisé. Quant au reste, c'est la routine toute normale d'une traversée, exercice de secours ou de sauvetage, coupe de cheveux style désert saoudien, ou encore courrier à ceux qui sont restés au bout de ce sillage. Pour la Foudre, c'est la première mission opérationnelle. Ce tout nouveau bâtiment est le premier porte-hélicoptère amphibie de la Marine nationale. Je crois qu'actuellement, en dehors des porte-avions, ces bâtiments transport d'hélicoptères amphibies sont sans doute ce qui convient le mieux pour les actions extérieures. Plus de 50 hélicoptères ont ainsi été débarqués du bâtiment, des gazelles anti-chars et des pumas de transport. Le 1er régiment d'hélicoptères de combat va maintenant gagner la zone Miramar, près de la frontière irakienne. Quelles que soient les circonstances ou les événements, il lui faudra 3 semaines d'entraînement avant d'être opérationnel. Les militaires se préparent ainsi à une éventuelle confrontation, mais les diplomates font tout en ce moment même pour l'éviter. C'est le cas, je vous le disais, de James Baker, qui tient pourtant à dissiper tout malentendu. Le secrétaire d'État américain l'a affirmé aujourd'hui, la date limite du 15 janvier n'est pas négociable avec Bagdad. Une déclaration faite à Londres. Londres où James Baker a débuté la tournée de la dernière chance. Il sera reçu demain par François Mitterrand avant la rencontre de Genève. Un calendrier diplomatique que nous détaille Sylvie Levet. Des spots et des caméras du monde entier braqués sur un homme, James Baker, le chef de la diplomatie américaine. Désormais l'unique interlocuteur officiel encore habilité à discuter la paix avec Saddam Hussein. Depuis hier, il court l'Europe dans tous les sens sur un calendrier de plus en plus étriqué. Depuis hier, il est à Londres où il a rencontré dans la foulée Douglas Hurt, son homologue britannique au Foreign Office, Jacques Poss, le président du Conseil des ministres de l'Europe, et Manfred Werner, le secrétaire général de l'OTAN. Demain, l'Élysée lui déploiera ses tapis rouges. Un entretien à huis clos avec le président Mitterrand est au programme. Puis ce sera au tour de Bonn, sa 3e escale. Mercredi, une journée peut-être décisive à Genève, la fameuse rencontre Baker-Tarek Aziz. Le 10, en vol pour la Turquie de Turgut Özal, avant de repartir pour l'Arabie Saoudite du roi Fahd. Le 11, nouvelle escale à Abu Dhabi, au cœur des Émirats Arabes Unis.
Samedi, discussion au Caire avec Hosni Moubarak. Samedi toujours, un dernier bain de foule diplomatique à Damas avant de refaire le voyage à l'envers via Londres. Londres, dimanche prochain, James Baker et John Major en train de tirer des conclusions d'une terrible interrogation, guerre ou paix. La démocratie est décidément bien fragile en Haïti. Les sinistres tontons Macoute, chassés il y a quelques années avec Baby Doc, ont réalisé un coup de force. Mais l'armée ne les a pas suivis. Le leader des tontons Macoute n'aura en effet tenu que quelques heures au pouvoir. L'armée régulière a très vite repris le contrôle du pays. Mais lors d'une manifestation, un partisan du coup d'État a été tué. 2 autres ont été blessés. Philippe Pister. Roger Lafontan, l'ancien bras droit de Baby Doc et chef des sinistres tontons Macoute. Son coup de force finalement n'aura duré que 9 heures. Selon des témoins, il aurait été arrêté par des militaires, blessé au cours d'une fusillade en début d'après-midi. Une nouvelle accueillie à Port-au-Prince par les manifestations de joie de la population. Finalement, l'armée et son chef, le général Abraham, ont préféré soutenir la légalité. Le général s'était d'ailleurs empressé de dénoncer l'initiative de Roger Lafontan. Avant cette offensive de l'armée, l'ancien ministre de Baby Doc Duvalier avait annoncé sa prise de pouvoir à la radio nationale à 6 h ce matin, après avoir contraint la présidente par intérim à la démission. Je suis devenu président provisoire parce que Mme Etta Touillot, voyez-vous, a démissionné parce qu'elle ne peut plus, n'est-ce pas? Elle a perdu le contrôle des événements de ce pays face à ce président qui, au lieu de faire un discours s'adressant à tous les fils de la nation, voyez-vous, a préféré, n'est-ce pas, proférer des menaces, des anathèmes, ce qui a empêché, n'est-ce pas, que nous puissions faire quelque chose de valable. Roger Lafontan affirmait avoir l'appui des militaires. Il semblerait en fait qu'il n'était soutenu que par une quinzaine de partisans. Ce président auquel il fait allusion, c'est bien sûr le père Jean-Bertrand Aristide, Titide, l'apôtre des bidonvilles, élu le 16 décembre dernier par près de 70% des voix lors des premières élections présidentielles véritablement démocratiques de toute l'histoire d'Haïti. L'euphorie de ces élections évanouies, cette tentative de coup d'État rappelle aux Haïtiens un passé qu'ils voudraient exorciser, celui de la dictature et de l'instabilité politique. En France, l'élection législative partielle à Lyon devient une affaire de famille au sens politique et intime du terme. Le partisan de Michel Noir, Jean-Michel Dubernard, devra en effet affronter le propre gendre du maire de Lyon, Pierre Botan. Et Michel Noir, comme on pouvait s'y attendre, regrette cette candidature et le dit sans équivoque. Le reportage de Philippe Lemaire de notre rédaction lyonnaise. Un clash familial que Michel Noir minimise tout en restant ferme sur les principes. Il dénie par avance toute utilisation ambiguë de ses liens avec Pierre Boton. J'interdis à quiconque, y compris à M. Pierre Boton, de se servir de mon nom ou de cette parenté pour essayer de créer je ne sais quel équivoque. Déchirure aussi au sein de la famille RPR du Rhône. 4 secrétaires de circonscription qui ont décidé de se ranger aux côtés de Michel Noir ont été suspendus de leurs fonctions. Suspendus et non exclus, là aussi la nuance a son importance. Même si localement on eût préféré une autre solution. La meilleure solution eût été qu'il n'y ait pas de candidats et qu'on les laisse s'auto-réélire tout seuls dans leur coin. Mais collégialement, il a été décidé d'une autre stratégie et démocratiquement, je l'ai accepté, je l'applique. En tous les cas, en joueur d'échecs avisé, Michel Noir sait qu'il faut parfois sacrifier un pion pour remporter la victoire. Mais à long terme, si victoire il y a, elle laissera à coup sûr des cicatrices à droite. C'était sans doute le prix à payer pour affirmer une stratégie déjà présidentielle dans les faits. Je vous le disais à 19 h, un accident de car s'est produit en Meurthe-et-Moselle. Il s'agit d'un car de ramassage scolaire. Plusieurs enfants et adolescents ont été blessés. Agnès Imbert de notre station de Nancy s'est rendue sur place. Vers 16h30 cet après-midi que ce car scolaire a heurté un arbre de plein fouet. À l'origine de l'accident, un écart du chauffeur du bus qui a voulu éviter un engin agricole lui barrant la route. Rabattu sur le bas-côté, l'autobus dérape. Il s'arrête contre un arbre sur la départementale 9 entre Roville et Bayon. Le véhicule transporte une trentaine d'élèves du collège de Bayon, âgés de 11 à 15 ans. Très vite, les sapeurs-pompiers du secteur arrivent sur les lieux, suivis par des médecins. Les premiers enfants sortent par l'arrière du bus, tandis que l'on évacue déjà certains blessés. Au total, 7 enfants sont touchés, dont 4 gravement. L'un d'entre eux a dû être désincarcéré de la partie avant-droite du car. Ils souffrent de fractures ouvertes très graves. Les autres victimes ont subi essentiellement des traumatismes des membres inférieurs. Tous les enfants ont été transportés à l'hôpital de Brabois. Le chauffeur est indemne. Les inondations maintenant, la décrue s'est amorcée un peu partout en France, mais pour certains villages des Ardennes, les inondations sont synonymes de catastrophe. À Warcq,
Près de Charleville-Mézières, les 800 habitants sont réfugiés dans les étages de leur maison depuis vendredi soir et ils ne se déplacent qu'en barque. Reportage sur place d'Olivier Stéphan. Repas de midi pour les Flavins, un méchant sandwich, une tasse de café tiède au thermos. Le tout servi dans la chambre transformée en garde-meuble. Si les Flavins ne mangent pas à la cuisine, c'est que la cuisine est au rez-de-chaussée et qu'il n'en reste plus grand-chose. Depuis jeudi, la vie des Flavins se résume à deux choses, l'eau et l'attente. Et la vie, oui, comme dirait l'autre, on fait comme Charles, on attend que ça descende. C'est l'attente. C'est l'attente, il n'y a que ça à faire, on ne peut faire que ça. L'eau à tout recouvert. Les meubles ont été haussés de mouvement de crue en mouvement de crue. Les bébés et les vieux ont été évacués. Pour tous, le régime commun, c'est le transport en bateau. Voyager à pied, c'est dangereux. Ce trajet, vous le faites combien de fois par jour, là? Écoutez, on le fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai bien fait 7 ou 8 fois, pour des raisons de ravitaillement et autres. Mais hier c'était pas possible. Hier, j'avais 20 cm de plus. C'était impossible, il fallait un bateau absolument pour se déplacer. Avec un courant comme il y a ici, là, si on lâche la corde, on est noyé, on va au jus carrément. Hein. 8 bateaux pour 800 habitants. Tous les commerces, toutes les administrations fermées. Une seule résiste, la mairie. Après l'organisation du transport de parpaings et de victuailles, maintenant c'est le secours moral qui est en jeu. Vivre sans chauffage, sans électricité, être privé de contact à l'extérieur n'est pas très agréable. Et quand on voit l'eau dans sa maison, c'est grave. Hein. C'est à ça que vous servez, vous, à remonter le moral? À partir de maintenant, oui. Combien de temps l'attente durera, on ne le sait pas. Depuis hier, l'eau a baissé de 30 cm. Mais à la frontière entre la Meuse et les Ardennes, on annonce une nouvelle crue. Elle sera là dans 48 heures. Rentrée traditionnelle et solennelle des magistrats au palais de justice de Paris, signe des temps au milieu des lambris de la cour d'appel. C'est un film vidéo qui a ouvert l'année de la justice, une justice française en pleine crise d'identité. Et autre illustration du changement de mentalité, la démarche des magistrats d'Annecy. Ils ont réalisé eux-mêmes un film sur leur vie professionnelle, un film qui se veut pédagogique, mais qui retransmet bien aussi le malaise de la grande institution. Reportage à Annecy d'Anne Rongère et de Christophe Hérault. Monsieur l'avocat général, pas de questions? Non, je suis édifié. Effrayant ou ridicule, au choix, les magistrats vus par le cinéma des années 40. 33, 4e. Lassés de cette image, leurs petits-enfants ont voulu rectifier eux-mêmes le tir en tournant ce film. Madame le Président, Mesdames, Messieurs... La caméra est en où, celle-là? Magistrats, avocats, greffiers, sous la houlette d'un réalisateur, chacun a joué son propre rôle avec l'espoir de rectifier clichés et caricatures. 4e. Je crois qu'on nous voit avec une robe en train de gribouiller. Et on voit le greffier, le vieux greffier. Même les policiers ont accepté de jouer les figurants. Interpellation, interrogatoire, procès, la caméra a pu aller partout. À l'arrivée, un film de 12 minutes qui essaie d'abord de déchiffrer les circuits obscurs de la justice. Le parquet, véritable garde-triage au sein du palais. Mais un film qui veut aussi dédramatiser une institution lasse de jouer sur le ressort de la peur pour se faire respecter. En fait de criminel, vous avez simplement devant vous... C'est vrai que souvent on représente le ministère public comme quelqu'un qui manie, j'allais dire allègrement, le glaive, le monsieur plus, le monsieur maximum, alors qu'en fait le ministère public c'est quelqu'un, j'allais dire, qui est à la recherche de l'équilibre. À la recherche d'une meilleure image, monsieur le procureur s'est donc montré, comme ses collègues, très pointilleux pendant l'écriture du synopsis. Ni trop grandiloquent, ni trop polémique, il a fallu trouver le ton juste et surtout faire simple. Voire idéal de dire que les magistrats... Quand on vous parle d'un contrat synalagmatique, ça vous paraît extraordinairement compliqué. En réalité, en 2 mots, c'est je vous donne une chose et vous m'en donnez une autre. Je vous donne du pain, vous me donnez de l'argent. C'est un contrat synalagmatique. Mot par mot, plan par plan aussi. Les magistrats ont tenu à assister au montage, exigeant jusqu'au dernier moment des retouches. Non, c'est pas possible de laisser ça. C'est pas seulement une affaire de bon sens, mais vous ne pouvez pas dire que la justice n'est pas une affaire de bon sens. Il considère l'image comme ayant des significations multiples, ce qui est à l'extrême opposé de ce que maîtrise le plus, c'est-à-dire des textes. Diffusé dans les circuits administratifs, le film fait déjà un malheur. Pouvoir des mots plus choc des images, la recette du succès.
La justice toujours, mais au cœur d'un prétoire. C'est aujourd'hui qu'a débuté à Paris le procès des Irlandais, 4 hommes proches de l'IRA qui doivent répondre d'un des plus importants trafics d'armes à destination de l'Irlande. Un trafic qui avait pour la première fois établi la filière libyenne. Compte rendu d'audience, Albert Ripamonti. 4 Irlandais qui font peur, si l'on se réfère du moins aux mesures de sécurité. Et pourtant, comme dit l'un d'eux, nous sommes des pères de famille jamais condamnés. Dans des circonstances normales, nous serions respectueux de la loi. Mais tant que l'occupation britannique durera en Irlande du Nord, il y aura des gens comme nous pour se battre. Et pour se battre, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. C'était il y a 3 ans, au large de la Bretagne. Les douaniers arraisonnent l'Exund. Dans ces cales, des kalachnikovs, des mitrailleuses, des mortiers, des fusils mitrailleurs. Des armes chargées à Tripoli, en Libye, et qui devaient servir à une attaque massive contre la prison de Long Kesh, près de Belfast, où sont incarcérés des nationalistes irlandais. La preuve irréfutable alors que Kadhafi alimente le terrorisme international. Pour ce gigantesque trafic d'armes, les Irlandais risquent 10 ans de prison. Mais après leur déclaration liminaire, motus, ils n'en diront pas plus. Je ne veux pas répondre à cette question, dit l'un d'eux, je n'ai rien à dire, dira l'autre. Comme quoi, la loi du silence n'est pas une spécialité corse. L'ASLAF a décidé de contre-attaquer. Il ne s'agit pas d'un commando extrémiste ou nationaliste, mais d'une association qui a décidé de se défendre bec et ongle, avec les mots simplement, je vous rassure, contre la réforme de l'orthographe et qui a reçu le soutien d'illustres Français. Elle compte en effet maintenant dans ses rangs les 5 prix Nobel français. Nobel sans accent circonflexe, mais ça n'est pas une nouveauté, c'est un nom propre, tout comme celui de Thierry Stampfler. Les opposants à la réforme de l'orthographe sont peut-être en passe d'obtenir gain de cause. Rejoints aujourd'hui par Claude Simon, Maurice Allais et 3 autres prix Nobel français, ils organisaient ce matin une conférence de presse. Mercredi, Maurice Druon, le secrétaire perpétuel de l'Académie française et architecte du projet, sera reçu à l'Élysée, où l'on n'est peut-être pas mécontent de voir mis à mal un projet de réforme fortement soutenu par le Premier ministre. Il est donc normal que le président de la République voie M. Maurice Druon pour s'enquérir de ce qu'il pense vraiment, puisque le président de la République croit que cette réforme a été faite à la demande de l'Académie, alors qu'à ma connaissance, elle n'a pas été faite à la demande de l'Académie, mais l'Académie y a été entraînée malgré elle. Jeudi prochain, les académiciens vont se retrouver pour une séance sans doute très agitée, car fait exceptionnel, une quinzaine d'académiciens parmi les plus connus se sont publiquement désolidarisés dans cette affaire de leur secrétaire perpétuel. Notre championne de natation s'est fait doubler, et par une américaine. Oui, Catherine Plevinski n'a pas décroché la médaille d'or du 100 mètres nage libre. Elle a dû se contenter de l'argent, c'est déjà pas mal. À noter encore pour cette première journée un record du monde. Alain Dorgans. Au départ du 100 mètres nage libre, l'épreuve la plus importante de sa carrière, Catherine Plevinski, favorite, affiche une grande détermination. Son départ, à l'image de son tempérament de battante, lui vaut de virer en tête aux 50 mètres sur les bases du record du monde de Christine Otto. Mais son avance allait s'amenuiser sensiblement. Catherine aurait-elle présumé de ses forces? Toujours est-il que Nicole Slett devait fondre sur la Française pour l'emporter d'un souffle. Pour 14 centièmes de seconde seulement, Catherine Plevinski se fait ravir la médaille d'or par l'Américaine et reporte désormais ses espoirs sur le 100 mètres papillon. Adrian Mouraouz, champion olympique, est venu à Perth chercher le titre mondial qui manque à son palmarès. Le recordman du monde trouvera meilleur brasseur que lui en la personne de Norbert Rosa. Le jeune Hongrois fera coup double, record du monde battu et médaille d'or. La finale la plus disputée, celle qui a engendré la plus forte émotion, le 400 mètres 4 nages féminin. À l'arrivée, un écart infinitésimal sur une course aussi longue. 1 centième de seconde seulement séparera la chinoise Lin Li de l'australienne Ellie Lewis. Lin Li permet à la Chine d'obtenir pour la 3e fois le métal précieux. La natation chinoise s'est éveillée. Les Allemands sont eux aussi déçus. La réunification, pensait-il, allait les rendre plus performants, mais c'est le contraire qui s'est produit. 2 et 2 ne font pas forcément 4. Une seule médaille d'or en effet pour les Allemands aujourd'hui et une médaille au rabais gagnée par disqualification. On est bien loin des moissons de médailles des nageurs est-allemands. Serge Gian. Ces images datent des derniers championnats du monde de natation. Il y a 4 ans à Madrid, la République démocratique d'Allemagne renforçait encore un peu plus son hégémonie sur le monde de la natation féminine. Un seul chiffre, sur 16 médailles d'or possibles, les Allemandes de l'Est en remportaient 13.
Ce triomphe était le fruit de l'obsession de tout un pays où le budget des sports atteignait 15% du budget global de l'État. Un pays aussi où le sport était inscrit dans la Constitution comme une priorité nationale. Mais un beau jour de novembre 89, le mur de Berlin chute et avec lui tout un système. Résultat, les nageuses, comme les autres sportifs, voient disparaître une pléthore d'entraîneurs et les centres d'entraînement et d'expérimentation trop coûteux. Fini également les privilèges des sportifs et l'utilisation massive du dopage. En novembre dernier, les premiers championnats panallemands de natation ont mis en évidence la régression du niveau de l'ex-RDA. En Australie, le potentiel allemand sera aussi affaibli par un nombre de nageurs sélectionnés inférieur à la somme des quotas des deux anciennes Allemagnes. Au championnat du monde de Madrid, RFA et RDA totalisaient 39 médailles, mais combien Michael Gross et ses compatriotes en ramèneront cette année d'Australie? Le feuilleton des Girondins, pour la première fois depuis 2 semaines, Jacques Chaban-Delmas sort de sa réserve. Il confirme son total soutien à Alain Flelou, mais il ne souhaite pas, vous allez l'entendre, que le club dépose son bilan. Réaction recueillie à Bordeaux par Annie Delmont. Il se passe maintenant, le club des Girondins aura pour président M. Afflelou, avec son équipe autour de lui, des moyens importants et la volonté qui nous est commune de faire que Bordeaux, en football, demeure de nature et de vocation européenne. Donc on ne parle plus de dépôt de bilan? Le dépôt de bilan est toujours menaçant. Alors maintenant qu'il apparaît que tout en étant très fort et avec de gros moyens, il n'est pas euro, comme il le dit lui-même, alors M. Afflelou fait une deuxième ronde, un deuxième tour avec les créanciers dans l'espoir que ceux-ci seront cette fois-ci plus compréhensifs. Elle est apparue hier soir sur FR3, sur notre chaîne, pour notre plus grand plaisir. Elle va réapparaître à l'Olympia pour notre plus grand plaisir, la Gréco. À partir de demain, on ne l'avait pas revue depuis 7 ans sur scène. Et vous allez le voir, elle n'a pas changé, la même façon de chanter les poètes. Gréco en quelques mots, dictionnaire, reportage de Marie-Claire Gauthier et Patrick Goupillon. C'est un endroit très fort dans lequel sont passés des gens que j'aime profondément. Et ça en file un coup parce qu'on se sent très, très humble. Je ne le souhaite pas, mais je ne le refuse pas non plus. Je ne peux pas le refuser. C'est là, c'est inéluctable. Je ne peux pas aller contre cette évidence. Je le prends extrêmement bien parce que je sais que c'est comme ça et pas autrement. Et aussi parce que je ne perds pas mon temps. J'ai jamais eu le temps de perdre mon temps. Jamais. J'ai toujours considéré que c'était le dernier jour de ma vie. Ce qui fait que je vis vite et fort. Dans chaque chanson d'un Brel ou d'un Brassens ou d'un Trenet ou d'un Béard ou d'un Gainsbourg, dans chaque phrase, il y a matière à une chanson. C'est très riche, c'est extrêmement riche et c'est très beau et c'est très bien fait. C'est très dur, très dur. C'est très dur, mais ça, c'est à la fois peut-être un grand orgueil et en tout cas certainement une très très grande humilité à la fois, ce qui va de pair, je crois. De vanité, j'en ai pas, mais je suis humble et orgueilleuse, ça oui. Et puis je ne veux pas décevoir les gens qui m'aiment, je ne veux pas. Non, monsieur, je n'ai pas, non. Tout autre chose, mais pour être complet, les pronostics de M. Courtine pour le tiercé Quintet Plus qui se courra demain à Cagnes-sur-Mer. Le prix Jules Rouquayrol, 20 partants. Il vous conseille le 19, le 12, le 9, le 13, le 17, le 15 et le 5. Le 17 est son joker. Et je vous rappelle la dernière information de la soirée. Il s'agit d'une bonne information. Tous les otages belges détenus par le Fatah devraient être libérés. Il est près de 20 h. Le rappel des titres du 19-20 par Florence Dauchet. À quelques heures de la rencontre entre James Baker et Tarek Aziz mercredi à Genève, Américains et Irakiens durcissent le ton. Pas question de transiger sur la date du 15 janvier, déclare George Bush. Pas non plus de retrait du Koweït, affirme Saddam Hussein. Haïti a vécu 14 heures de suspense pendant la tentative échouée du coup d'État de Roger Lafontan, ancien responsable des Tontons Macoutes. Ce matin, Roger Lafontan annonçait qu'il avait pris le pouvoir, soutenu par l'armée. Faux, ce soir, les militaires arrêtaient l'usurpateur et tout rentrait dans l'ordre.
À défaut d'une médaille d'or, une médaille d'argent pour la France au championnat du monde de natation. L'as française Catherine Plevinski est arrivée deuxième au 100 mètres nage libre. Enfin, la décrue dans les Ardennes. À Charleville-Mézières, l'eau a baissé de 20 cm en 24 heures. C'est encourageant, mais il faudra attendre la fin de la semaine avant que la Meuse ne retrouve son niveau normal. Plus de 100 communes ont été sinistrées durant le week-end. Et vous allez pouvoir vous détendre dans quelques minutes avec Fabrice et la classe, avec Louis de Funès et Michel Galabru à 20h40 dans l'Avare de Jean Giraud. Et vous informez avec Soir 3 à 22h40 présenté par Marc Osman. Dans quelques secondes, la météo complète avec Florence Klein. Bonne soirée. À demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.